Madame, Monsieur, bonjour, il est 16h, bienvenue dans votre édition de Rabat. Dans un instant, un premier tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi 23 juin. Je vous retrouverai juste après avec notre invité du journal. Aujourd'hui, nous recevrons le biologiste Adnan Rammel. Il a été récompensé la semaine dernière du prix du grand public de l'inventeur européen pour l'année 2017. Il a en effet mis au point une méthode permettant de renforcer les antibiotiques traditionnels grâce aux huiles essentielles. Il viendra nous parler de ses travaux de recherche et de cette récompense. Et en fin d'édition, dans le rendez-vous culture, nous recevrons Jalil Tijani, la figure montante de la scène humoristique marocaine. Il viendra nous parler de son dernier spectacle, Jeu de société, qu'il jouera demain à Salé. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première édition du journal avec Manal El-Akhdari. Bonjour Manal. Bonjour Hanan, bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. La première édition du journal, voici les titres. Un soupir de soulagement pour les 13 familles syriennes accueillies au Maroc conformément aux hautes instructions royales. Elles sont entrées hier soir à Rabat. Ils étaient accueillis au siège du Conseil national des droits de l'homme. Le point dès le début de ce journal. Un sommet européen sous le signe de la confiance retrouvée. Les dirigeants de l'UE se retrouvent aujourd'hui et demain à Bruxelles. Les Européens sont optimistes et disent avoir de bonnes raisons de l'être. Les explications dans quelques instants. Et à la fin de ce journal, on part en Côte d'Ivoire. Les chantiers du centre multisectoriel des secteurs BTP et du tourisme vont bon train à Abidjan. C'est un projet financé par la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation, formation. C'était une réception chaleureuse au siège du Conseil national des droits de l'homme. Les 13 familles syriennes accueillies au Maroc conformément aux hautes instructions royales sont donc entrées hier soir à Rabat. Une nouvelle vie alors commence pour ces familles. Les détails dans ce reportage de Saïd Khan sur un récit de Salma Saïdi. Le calvaire, c'est sans fin pour ces familles syriennes. Ils sont 28, hommes, femmes et enfants en très bas âge, et ils étaient bloqués depuis plusieurs semaines à la frontière algéro-marocaine. Aujourd'hui, impatients de voir leur situation régularisée, ils expriment leur reconnaissance envers la décision royale. Au nom des 28 Syriens présents aujourd'hui ici à Rabat, je remercie le roi Mohamed VI, le Conseil national des droits de l'homme et toutes les organisations qui ont partagé avec nous cette joie. Nous avons été sauvés de l'enfer du désert après de très longues semaines de souffrance. Je remercie le roi Mohamed VI. Notre joie est immense. Je ne trouve plus les mots pour m'exprimer. Ces familles vont commencer dès ce jeudi le processus de régularisation de leur situation de séjour. Le représentant du Haut Commissariat de l'ONU s'est félicité de la politique menée par le Maroc en matière d'immigration et d'asile. Le HCR devrait désormais œuvrer en collaboration avec le CNDH pour trouver des solutions durables pour ces réfugiés. Je crois que c'était particulièrement important à un moment donné où la situation humanitaire devenait très difficile, avoir un pays qui ait le courage de cette initiative de débloquer la situation, de sortir de cette crise par le haut. Et c'est le Maroc qui a eu cette initiative, je veux dire tout à fait louable, qui est généreuse et à la fois pragmatique, dans un contexte que nous savons particulièrement délicat. Arrivés à Rabat après un bref passage à Bouarfa, les 13 familles syriennes sont accueillies au siège du CNDH. Des appartements ont été mis à leur disposition le temps qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Et sachez que l'ONG européenne des droits de l'homme, Euromed Droit, a salué aujourd'hui cette décision du Royaume et l'encourage fortement les autorités marocaines à poursuivre les réformes engagées dans le cadre de la politique migratoire initiée en septembre 2013, peut-on lire dans un communiqué de l'ONG. Et dans le reste de l'actualité marocaine, ce nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIJ, a démantelé aujourd'hui une cellule terroriste affiliée à Daesh, une cellule composée de 4 extrémistes s'activant dans la ville d'Essaouira. Cette opération a permis la saisie d'armes blanches et d'appareils électroniques, ainsi qu'un manuscrit dans lequel les membres de la cellule prêtent allégeance au chef de Daesh.
Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les suspects ont planifié l'exécution d'attaques terroristes d'envergure visant des installations sensibles et des sites touristiques d'Essaouira. Les mis en cause seront déférés à la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet général. On passe à présent à la suite de l'enquête sur l'attentat raté perpétré mardi soir dans une gare de Bruxelles. Au total, 4 personnes ont été interpellées à l'issue de 4 perquisitions. C'est ce qu'a précisé le parquet. Il s'agit de personnes qui entretenaient des contacts réguliers avec le suspect décédé. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur des composants chimiques ainsi que du matériel qui peuvent servir à fabriquer un explosif. Et la valise qui a explosé contenait des clous et des bonbonnes de gaz, selon le parquet. Il a qualifié les faits de tentative d'assassinat terroriste. C'est un sommet européen sous le signe de l'unité. Les dirigeants de l'UE se retrouvent aujourd'hui et demain à Bruxelles. L'optimisme doit encore rester extrêmement prudent, mais il y a de bonnes raisons de l'exprimer. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk, ce matin lors d'une conférence de presse. Plusieurs points jugés positifs sont avancés. Croissance économique dans les États membres de l'Union européenne, recul du chômage, accord sur la dette grecque et défaite électorale des europhobes. On reste à Bruxelles où nous attend notre correspondant Tarek Labi. Bonjour Tarek. Bonjour Manel. Alors on l'a dit, ce jeudi, c'est l'ouverture d'un Conseil européen, un premier Conseil européen pour Emmanuel Macron, le président français qui se présente comme un réformateur de l'Europe. Avant de parler du contenu des débats, arrêtons-nous d'abord sur l'ambiance, Tarek. 2 jours après un attentat à la gare de Bruxelles, on en a parlé, la ville doit être sous sécurité maximale. Tout à fait, Manel. Eh bien, l'ambiance se veut habituelle ici à Bruxelles, comme lors des précédents sommets européens, mais la tension est tout de même perceptible. La circulation est très compliquée dans le quartier Schuman, le quartier européen, interdit en voiture et aux personnes non accréditées. Résultat des courses, eh bien, des embarras de circulation monstres, un peu plus importants que ceux auxquels on a droit chaque jour dans la capitale européenne. Et d'un point de vue sécuritaire, on l'a dit, le quartier européen est fermé. Seuls les véhicules accrédités par les services du Conseil de l'Union européenne et aussi par les services de police pourront accéder au périmètre de sécurité. Après l'attentat déjoué de mardi à la gare centrale, des mesures de sécurité ont été adaptées à titre de précaution. L'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, avait déjà fait savoir dans la foulée de l'incident à Bruxelles centrale que le niveau de la menace était maintenu à 3 sur une échelle de 4. Ce qui signifie que la menace est grave et vraisemblable. Les autorités annoncent une visibilité et une présence renforcée des services de sécurité dans les gares et aussi dans les métros, Manel. Tous les événements sont maintenus avec aussi une vigilance accrue. Et justement, Tarek, quels sont les thèmes au menu de ce Conseil européen à Bruxelles ? Alors, les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent donc aujourd'hui et demain à Bruxelles pour un sommet sous le signe de la confiance retrouvée, notamment après l'élection d'Emmanuel Macron face à Theresa May, fragilisée 1 an après le référendum sur le Brexit. L'Union à 27 a pour rappel été ébranlée par le vote il y a exactement 1 an en faveur du Brexit. Mais 1 an après, l'Union est au beau fixe. Le lancement officiel lundi prochain des négociations sur le retrait du Royaume-Uni par les 2 équipes nommées par Bruxelles et Londres a ainsi montré que l'Union européenne pouvait imposer son tempo aux Britanniques. Et côté diplomatie, le président français Emmanuel Macron, pour sa première apparition à un sommet européen, et la chancelière allemande Angela Merkel feront aussi un point sur l'application des accords de Minsk en 2015, censés ramener la paix dans l'est de l'Ukraine, sans succès jusqu'à présent. Le président français a affirmé qu'il entrait dans le concret en arrivant tout à l'heure à Bruxelles pour son premier sommet européen, plaidant pour que l'Europe apporte une réponse concrète au dérèglement de la mondialisation. L'Europe est un projet, une ambition. Je l'ai défendu dans la campagne présidentielle en France. Les candidats de la majorité présidentielle aux élections également, c'est ce qu'a rappelé le nouveau chef de l'État français. Enfin, pour terminer, le volet terrorisme, bien sûr, sera également au menu des discussions qui viennent après, on l'a dit, un attentat déjoué à Bruxelles mardi dernier. De fait, l'antiterrorisme et la lutte contre la radicalisation sont parmi les dossiers prioritaires au menu des leaders européens et dans leur viseur plus particulièrement, Manel, les plateformes en ligne et leur responsabilité dans la diffusion de contenus violents. Merci beaucoup Tarek Labi pour toutes ces précisions. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.
En France maintenant, c'était un remaniement d'ampleur, en tout cas d'une ampleur plus importante que prévu. La nouvelle équipe d'Édouard Philippe a été dévoilée après la démission de 4 ministres en 3 jours. Ce remaniement promeut surtout des femmes, même si un homme, Stéphane Travert, fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La juriste Nicole Belloubet a été nommée ministre de la Justice à la place de François Bayrou. Florence Parly est nommée ministre des Armées. Nathalie Loiseau, elle, directrice de l'ENA, a été nommée ministre chargée des Affaires européennes à la place de Marielle de Sarnez. Jacqueline Gouraud, elle, est nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Après le remaniement, place à l'action. Le premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II s'est tenu ce matin à l'Élysée. C'est un gouvernement technique plus que politique avec une percée de la société civile. Mais les équilibres sont encore une fois respectés. La droite, le centre et la gauche ont une part égale dans ces nouvelles nominations. Et pour booster le secteur de l'éducation au Maroc, l'Agence française de développement a accordé aujourd'hui un prêt de 80 millions d'euros et un don de 500 000 euros au Royaume, de quoi financer le projet d'appui à la stratégie de l'éducation nationale 2015-2030. C'est un vote à l'arraché sur le déploiement d'une force africaine. Le Conseil de sécurité a adopté hier à l'unanimité une résolution saluant cette initiative de 5 pays du Sahel, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. Féroz Bentalb nous en dit plus. Le projet de résolution a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil, après que Paris et Washington soient parvenus à trouver un accord sur son contenu. Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, a déclaré lors de sa visite la semaine dernière à Dakar que la France soutient cette initiative, convaincue de l'importance de cette force dans la lutte contre le terrorisme dans la bande frontalière du Sahel. Il est intéressant de constater que ces pays, singulièrement ces 3 pays, dans le cadre du G5, ont décidé de créer une force conjointe pour mener des opérations contre le terrorisme. C'est le constat que ces pays veulent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Donc nous pensons qu'il faut les appuyer. Le texte salue le déploiement du G5 Sahel composé du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force de 5000 soldats chargés d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. Il n'invoque également pas le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise l'utilisation de la force. Cette force sera basée dans la capitale malienne Bamako. Le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda. Ils ont été en grande partie chassés de la région par une intervention militaire internationale. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU et sont régulièrement visées par des attaques meurtrières. La dernière en date, dimanche dernier, a visé un lieu de villégiature prisé par les Occidentaux près de Bamako. L'attentat a fait 5 morts. On reste en Afrique et on prend la direction de la République démocratique du Congo. La tension ne faiblit pas. Des affrontements à l'arme lourde entre des miliciens et l'armée ont repris aujourd'hui dans la ville de Béni, dans l'est du pays, après 3 jours d'accalmie. 7 personnes sont mortes côté assaillant et 3 civils ont été blessés. Selon des habitants, des rafales d'armes légères et des détonations de tirs d'armes lourdes étaient entendues en provenance d'un quartier est de cette ville de plus de 800 000 habitants du nord de la province du Nord Kivu, toujours au cœur de la ville de Béni. Un objet est tombé sur une école où se déroulaient les examens d'État, l'équivalent du baccalauréat. 3 personnes ont été blessées. Et pour un éclairage sur la situation en République démocratique du Congo, je vous propose l'analyse de Jean-Jacques Wondo. Il est analyste et directeur de Desk Wondo, un site web de référence en matière de défense et de sécurité du Congo. On l'écoute.
La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui le président Kabila n'est pas parvenu à pacifier cette région qui a été victime des massacres à grande échelle, où même certains officiers de l'armée proches de Kabila, comme le général Akilimani Moindo Mundos, qui était impliqué d'après plusieurs sources, non seulement de l'ONU, mais nos sources aussi propres ou des contacts que nous avons au niveau de l'armée. Et la question se pose au niveau de la volonté politique de Kabila de pouvoir pacifier cette partie du territoire congolais. Cette situation à l'Est est devenue une sorte de fonds de commerce pour lui parce que la guerre reste toujours une continuation de la politique par d'autres moyens. Il y a aussi la responsabilité de la MONUSCO qui est à l'Est et qui a basé toutes ses troupes à l'Est. Aujourd'hui, on voit que la MONUSCO est un peu indolente et un peu paresseuse à pouvoir mener des actions de sécurisation, de protection des populations. Et on quitte maintenant l'Afrique pour les États-Unis. Le président Donald Trump va-t-il tenir sa promesse et réussir à abroger l'Obamacare? Pour répondre à cette question, on part à New York où nous attend notre correspondant Antoine Boyer. Bonjour Antoine. Bonjour Manal, bonjour à tous. Alors, plus d'un mois après le passage du texte sur l'assurance santé version républicaine à la Chambre des représentants, il est au Sénat maintenant. Les Républicains présentent aujourd'hui une version un peu modifiée du texte abrogeant l'Obamacare. Quel est le défi actuel des Républicains ? Mais écoutez, le texte il a été dévoilé il y a un peu plus d'une heure, 142 pages pour amender la version votée par la Chambre des représentants qui finalement lui ressemble assez. Et l'objectif des Républicains, c'est tout simplement de supprimer l'Obamacare. Alors dans le détail, les taxes de l'Obamacare sur les plus riches seront supprimées, analysent les médias américains, et les jeunes de moins de 26 ans pourront rester sur l'assurance de leurs parents. Sur les programmes d'assurance maladie pour les Américains les plus pauvres, le Medicaid, avec ce texte, le chef de la majorité républicaine au Sénat espère convaincre les plus conservateurs. Il maintient donc la baisse des subventions de l'État fédéral pour les plus pauvres. Une élimination étalée dans un temps plus long, cependant, par rapport au texte voté par la Chambre des représentants, de quoi essayer de convaincre les élus républicains plus modérés. Les Américains, eux, ne seront plus du tout obligés de souscrire à une assurance santé contrairement à l'Obamacare. Et contrairement à la version de la Chambre, les compagnies d'assurance ne seront pas autorisées à augmenter les frais de couverture santé ou de refuser de couvrir quelqu'un basé sur les maladies dont il a pu souffrir ou dont il souffre toujours. Merci si le texte beaucoup, change donc un peu... Antoine, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et on retourne maintenant en Afrique et on part en Côte d'Ivoire. Les chantiers du centre multisectoriel des secteurs du BTP et tourisme avancent à grands pas. L'ambassadeur du Royaume en Côte d'Ivoire s'est rendu sur les lieux pour voir l'état d'avancement du projet. Un projet financé par la fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation-formation. Le centre a une capacité d'accueil de plus de 1000 apprenants et sera fonctionnel avant la prochaine rentrée scolaire prévue au mois de septembre. Fama John et Kouekou Ferdinand pour les détails. Niché au cœur de la grande commune de Yopougon, ce centre multisectoriel va avoir une capacité d'accueil de plus de 1000 stagiaires. Ils seront formés dans les métiers du bâtiment et de l'hôtellerie. Le projet est compartimenté en 3 blocs. Comme on peut le constater là derrière, on a un bloc hôtellerie, un bloc BTP et un autre bloc administration. D'un coût global de 4 milliards 591 millions de francs CFA, ce complexe est un don de la fondation Mohamed VI, qui en plus de cela va offrir un internat de 100 places afin de permettre aux élèves de la sous-région d'avoir une formation de pointe et ainsi insérer facilement le monde du travail. Nous avons donné des orientations pour que cet établissement soit un établissement d'excellence. Donc l'idée, au moins des orientations, c'est vraiment d'envoyer des enfants qui ont une réelle aptitude dans ces métiers, mais surtout en fait vraiment un pôle d'excellence pour que ceux qui sortiront de l'établissement soient très tôt pris par les établissements sur la place. Ce geste de la Fondation de Sa Majesté est un parmi tant d'autres entrepris en Côte d'Ivoire. Les relations entre Rabat et Abidjan sont au beau fixe. Un projet qui va ouvrir des opportunités à beaucoup de jeunes Ivoiriens et ça va dans le droit fil de la politique de Sa Majesté le Roi et la politique du Royaume du Maroc en vue de raffermir nos relations non seulement avec la Côte d'Ivoire mais aussi utiliser ce modèle que nous allons faire ici en Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays
et faire rayonner donc le savoir, mais aussi la connaissance et la compétence qui permettra aux jeunes Ivoiriens de se stabiliser, d'avoir un avenir des plus prometteurs dans leur propre pays. Ce centre va porter le nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il va accueillir ses premiers pensionnaires au mois de septembre et qui seront répartis en 21 filières, 12 dans le secteur des BTP et 9 dans l'hôtellerie. Il est à 60% en cours de réalisation. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À tout de suite.